Bonjour à vous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie d'un nouvel invité que je suis ravie de vous présenter. C'est Jonathan Rebouillat. Bonjour Jonathan. Jonathan, Bonjour, j'ai du bonjour. mal. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation pour apparaître sur mon humble chaîne. Pour donner un petit peu le contexte dans lequel tu arrives, je t'ai découvert grâce à la chaîne suisse Passe-moi des jumelles, que je suis régulièrement, Paju pour les intimes. D'habitude, je suis cette chaîne uniquement en tant que spectatrice. Et là, en regardant ton interview à toi, eh ben, j'ai vraiment eu ce qu'on appelle un coup de cœur. En fait, j'ai eu envie de t'inviter pour que tu parles aussi sur ma propre chaîne. Je trouvais que tu avais plein de choses intéressantes à dire en plus de tout ce qu'on voit déjà dans le reportage de Paju. Et pour cette première vidéo portrait, on a choisi avec Jonathan d'aborder le thème accorder sa vie et ses envies. Parce que pour moi, c'était ce qui était prégnant, ce qui m'a marqué en regardant cette vidéo que Paju a faite sur lui, c'est qu'il avait vraiment été capable de mettre en accord ses aspirations profondes au niveau professionnel, mais aussi au niveau familial, et comment dire, un contexte pour le faire. Donc, j'avais envie qu'il nous parle de ça. Et pour commencer, j'aimerais bien, Jonathan, pour les gens qui ne t'auraient pas déjà découvert comme moi sur Paju, que tu nous parles un petit peu de ton activité professionnelle qui est déjà assez originale puisque tu as une double casquette. Tu te présentes comme naturaliste et origamiste. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et comment les deux se combinent justement? Bonjour à tout le monde. Alors, en quelques mots, mon activité, c'est à la fois d'être dans la forêt, d'observer les animaux, les êtres qui peuplent ces forêts, et puis aussi le ciel. J'adore les oiseaux. Et donc, je prends énormément de plaisir à les observer simplement, à les filmer aussi, à comprendre leur comportement, à enquêter. Je pose des petites caméras qui peuvent les filmer la nuit quand ils passent devant, sans les déranger. Et du coup, ça me permet de comprendre leur vie, comment ils arrivent à... des fois, ils marchent dans les mêmes chemins que nous, mais juste pas aux mêmes horaires. Et donc ensuite, quand j'ai été touché par un animal et que j'ai envie de traduire cela, cette émotion, en fait, j'utilise, un moyen qui est le papier. Donc je crée des origamis à partir de mes observations. Donc je crée des origamis d'oiseaux, de mammifères, et donc avec une technique un peu particulière parce que j'utilise du papier d'aquarelle que je mouille, qui devient flexible et qui permet à la fois d'avoir des plis, mais aussi des courbes. Et donc, quand il sèche, le papier va conserver la forme dans laquelle je l'aurais figé. Et donc, ça me permet de faire des origamis qui ont plus un aspect, comment dire, vivant, parce qu'il y a toutes ces courbes qui sont inhérentes, enfin, qui sont omniprésentes dans la nature, et pas seulement des plis géométriques. Donc voilà, J'ai mon activité. J'ai envie de dire que ton origami est vivant effectivement par la technique que tu emploies, mais aussi parce qu'au moment où tu le crées, il y a un processus vraiment vivant. Alors, je précise pour ceux qui ne connaissent pas bien l'origami et qui n'auraient pas vu justement le reportage de Paju où on te voit faire des origamis. Dans l'origami, j'ai envie de dire classique, on a comment on appelle ça, un genre de tutoriel, un mode d'emploi à suivre avec des plis, des tracés à faire dans un certain ordre. Et en fait, dans la façon dont toi tu travailles l'origami, du fait que c'est ce papier mouillé qui va se courber, il y a une part d'improvisation, j'ai envie de dire une part d'imprévu, d'inattendu. J'imagine que tu sais jamais trop à l'avance comment le papier va choisir de se courber. Tu peux anticiper parce que tu as maintenant beaucoup d'expérience en la matière, mais j'imagine qu'il y a toujours un côté un peu euh, oui, non maîtrisé en fait dans ce que tu fais, où c'est le papier, c'est la couleur qui va choisir de se positionner d'une certaine façon. Et c'est peut-être aussi pour ça que tes origamis ont quelque chose de vivant, parce que déjà dans le processus de création, il y a quelque chose de vivant et pas uniquement technique, j'ai envie de dire. Mmh. Est-ce que Ouais. c'est juste? Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, oui, j'ai vraiment l'impression quand j'essaye d'analyser, parce qu'en fait, j'essaye rarement d'analyser mon travail, j'essaye surtout de vivre l'instant, mais quand j'essaye d'analyser, je me rends compte qu'effectivement, il y a c'est comme si on était, moi et le papier en train de créer quelque chose. C'est pas juste moi, il y a lui aussi, il a ses besoins, ses contraintes.
Et en fait, lui, il n'a pas envie d'être déchiré. Donc, en fait, si je veux se plier à tel endroit avec lui, bah, il va emmener tout le reste du papier avec lui pour pas que… Voilà. Donc, en fait, il faut arriver à jouer avec ça. Et, euh, et donc, effectivement, il y a pas de, j'ai pas de pliage où il y a des références précises. C'est toujours, il faut plier à peu près jusqu'ici pour que ça fasse à peu près un œil ou à peu près… Et donc, c'est pas… même quand je refais le même pliage plusieurs fois, j'obtiens à chaque fois des résultats différents. Alors, dans tes créations d'origami, tu crées essentiellement des animaux, mais pas que, parce que je me souviens par exemple d'un magnifique origami de ta femme enceinte qui est sur ton site. Mais tu fais quand même beaucoup d'animaux. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que ce sont les animaux qui t'inspirent particulièrement parce qu'en plus tu les observes déjà dans la nature? Ou est-ce que ça t'arrive d'avoir envie de plier autre chose qu'un animal? Et comment est-ce que tu choisis en fait tes modèles? Est-ce que c'est l'animal qui vient à toi et qui te donne envie de le créer en origami? Ou est-ce que c'est toi qui as l'idée d'étudier un animal avec les deux facettes que tu décris, la facette observation dans la nature et ensuite comment je le plie? Comment ça vient à toi, en fait, cette inspiration? Alors, c'est intéressant comme question parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs façons, il y a plusieurs naissances possibles. Euh, Souvent, c'est quand même un animal que j'observe dans la nature et des fois pendant des semaines ou des mois. Et au bout d'un moment, je me dis, ah tiens, j'ai peut-être une idée de comment je pourrais le faire en pliage. Donc c'est pas la première chose qui me vient quand je vois un animal dans la nature. J'ai d'abord envie de rencontrer cet être et d'essayer de le comprendre, et de l'observer, d'admirer sa beauté et tout. Mais donc ça peut être soit une rencontre, euh, et puis il faut aussi que ce soit un animal où il y a souvent, c'est quand même, je fais des origamis qui sont bicolores. Donc en fait, il faut que ce soit un animal où je vois que c'est possible aussi. Il y a une Ou alors, il faut vraiment… Parce que par exemple, il y a un oiseau, le guépier d'Europe. Alors lui, j'ai pas pu me résoudre à le faire en deux couleurs. Il y a un moment, où je brûlais d'envie de le faire et j'ai pas pu me résoudre, donc j'ai utilisé deux papiers. Donc lui, c'est le seul de tous mes origamis qui est en deux papiers parce que je voulais qu'il ait quatre couleurs. Donc j'utilise à chaque fois les deux faces d'un papier pour faire les deux couleurs. Et donc, pour avoir plus de couleurs, eh ben, il me fallait forcément deux papiers. Mais sinon, là récemment, je viens de faire un vautour percnoptère. Donc, c'est un oiseau qui vit pas très loin de chez moi. Et donc, j'ai pu l'observer. J'ai vu, ils ont leur nid, ils ont leur petit qui va bientôt s'envoler, qui va partir en migration bientôt pour le Mali. Et du coup, là, ces derniers jours, je l'ai observé. Et puis, j'ai eu un flash parce que le jour même, j'ai pu voir aussi un couple d'aigles bottés. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient, ces deux oiseaux, quasiment les mêmes changements de couleur. C'est-à-dire que sur le dessous, ils sont noirs et blancs à peu près aux mêmes endroits. Donc, je me suis dit, tiens, si je trouve un pliage pour avoir à peu près ces couleurs-là, à ces endroits-là, je pourrais même peut-être faire les deux. Parce qu'ils n'ont évidemment pas la même allure. Par contre, les ailes sont pas de la même longueur, pas la même forme, le bec, enfin, donc, tout ça est différent. Mais je me suis dit, si j'ai le bon changement de couleur, ça me permettrait de faire les deux. Et donc là, il y a 2 jours, je me suis lancé avec le vautour percnoptère. Et ce qui a lancé ça, c'est que je l'ai vu le jour même, j'ai pu l'observer et j'ai senti qu'en fait, j'avais envie, j'avais l'émotion de le faire, quoi. Il faut que mon cœur il soit relié pour que mes mains aient envie de plier, quoi. Je Et puis, comprends. et pour répondre à ton autre question, je fais surtout des animaux, je pense, parce que j'ai l'impression que c'est à eux qu'on fait le moins de place aujourd'hui dans notre environnement. Donc, j'ai envie de leur donner plus de place. Et puis, si j'ai effectivement fait à quelques reprises des personnages, ou ma femme quand elle était enceinte, ou ma fille quand elle est née, j'ai fait un pliage quand elle avait 5 jours. C'est parce que là, c'est encore une fois, c'est l'émotion qui était trop forte. Il fallait que je puisse le traduire en pli, quoi. C'est ça, en fait, pour toi, l'origami, c'est une manière de traduire ton émotion d'être humain à travers cet art Ouais, qu'est l'origami, c'est ça? Comme d'autres pourraient ouais. l'exprimer avec le chant, avec la peinture. Pour moi, ce serait l'écriture. Chacun a son ou ses vecteurs pour faire ça. Et du coup, me vient une autre question. Est-ce que quand tu réalises le pliage de l'animal, alors tu parles de cette reliance que tu as avec lui par le cœur, est-ce que tu as l'impression que le fait de le plier, de le créer en origami, te donne d'autres informations sur l'animal, comme si tu le découvrais,
mais d'une autre façon. Par exemple, moi, en tant qu'écrivain, quand je crée un personnage, je peux avoir une idée préconçue du personnage au moment où il arrive. En plus, en général, je ne le crée pas, il arrive un peu tout seul. Et puis, au fur et à mesure que mon récit se développe, j'ai l'impression que c'est comme si c'est lui qui se révélait à moi. Est-ce que toi, tu as ça aussi dans ta relation avec l'animal quand tu crées l'origami? Est-ce que tu ressens des choses sur lui? Est-ce qu'il te donne des informations sur lui? Ouais, j'ai l'impression d'un point de vue très philosophique ou symbolique, entre guillemets, c'est assez magique de voir qu'on peut faire apparaître tous ces animaux, tous ces oiseaux d'un même papier. Ça veut vraiment, je trouve que ça remet un petit peu le doigt sur le fait qu'on a tous une origine commune, on est tous faits de la même chose. Et en fait, ça, c'est déjà très puissant de voir que, en fait, je suis là, je fais ah ouais, en fait, il était lui aussi là. Il était là dans ces quelques plis, il était là, en fait. J'ai vraiment l'impression d'atteindre quelque chose. C'est pas juste je le représente. C'est comme si, parce qu'en fait, c'est peut-être, je ressens sûrement aussi cela parce que, en fait, pendant tout le processus, je sais pas si je vais le trouver. Et du coup, quand je le trouve, je fais ah ouais, c'est incroyable. Il était là lui aussi, quoi. Et après, c'est sûr que je le vois plus jamais pareil, l'oiseau, après. Une fois que je l'ai plié, c'est comme si je l'avais un peu tenu dans mes mains à un moment. Donc, en fait, il y a un lien qui s'est tissé. Et mon lien avec lui dehors, après, ne sera plus jamais pareil. Ouais, je me sens relié à lui. Je sais pas comment le dire autrement. Mais tu le dis très bien. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le dire autrement. Du coup, me vient aussi une autre question. Est-ce que ça t'arrive de te donner des défis ou d'accepter des défis que la vie te donne? Par exemple, si quelqu'un te dit j'aimerais bien te passer commande, puisque tu les vends aussi, certains de tes origamis, est-ce que vous pourriez me faire un origami de tel animal? Ou est-ce que toi, tu peux avoir envie d'essayer de faire un animal que tu n'as encore jamais observé dans la nature, un peu comme si tu voulais, comment dire, t'aventurer sur un terrain qui n'était pas familier. Par exemple, moi, je sais qu'en tant qu'écrivain, ça m'est arrivé de faire des concours dans des domaines où je n'étais pas habituée à écrire, juste pour voir ce que j'étais capable de sortir dans ce type d'écrit-là. Alors, est-ce que toi, tu as aussi ce rapport-là avec tes créations des animaux? Est-ce que ça peut t'arriver si quelqu'un te dit, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me faire un origami de lion? Alors, tu n'as peut-être pas forcément observé un lion près de chez toi dans les Pyrénées. Est-ce que du coup, tu peux lui dire oui ou est-ce que tu lui réponds, bah non, c'est pas possible parce que je ne l'ai pas observé dans la nature et du coup, cette reliance-là me manque pour pouvoir le créer avec le papier. Alors, en fait, oui, donc quand ça m'arrive d'ailleurs, j'ai une commande où je dois faire des animaux que j'ai pas observés. Tout On un a le droit de module savoir avec. quoi? Ah ouais, alors bah, en fait, j'ai déjà fait des animaux que j'ai pas observés. C'est surtout ce que je faisais au début. En fait, je me rappelle notamment d'un guépard qui m'a pris une semaine pour le trouver. C'était une aventure incroyable. Tous les jours, j'essayais, tous les jours. Et à chaque fois, je rentrais le soir et je rugissais parce que je ne l'avais pas trouvé. Mais j'essayais vraiment de me fondre dans son environnement. Donc, j'observais beaucoup d'images, Tu des regardais des vidéos? reportages. Oui. Ouais, des reportages où je le voyais avec ses petits, je le voyais chasser, je le voyais. En fait, j'avais besoin d'être vraiment dans l'ambiance du guépard. Et donc, à la fin de la semaine, j'ai fini par le trouver, le rencontrer. Et ma compagne était très contente qu'à la semaine d'après, j'ai voulu faire un panda. Du coup, j'étais un petit peu plus doux. Mais donc, au début, je faisais pas mal ça. Récemment encore, j'ai fait des animaux aquatiques que j'ai jamais observés, un requin-baleine, et j'ai fait aussi, ouais, une baleine bleue. Il y a aussi des fois tout cet environnement-là qui m'attire, le monde sous-marin. Des fois, c'est à la suite de reportages ou des choses comme ça où je me sens vraiment touché. Ou alors, c'est des changements de couleurs qui m'intéressent. Je pense J'ai fait un lémurien, j'ai fait un raton laveur. Ça, c'est des animaux que j'ai jamais observés dans la nature. Mais les changements de couleur m'ont interpellé. Je me suis dit, tiens, le lémurien, comment on pourrait faire sa queue là, avec des anneaux noirs et blancs? C'est un beau défi, quoi. Donc, il y a aussi ça, des fois, qui m'attire. Mais ça fait quand même un bon moment que je fais que des animaux que j'observe. Et donc, je suis ouvert ouais, à des défis, à des animaux que j'ai pas encore vus.
Et surtout, il y a un truc que je faisais aussi pas mal avant, que là, je ne fais plus trop, mais je faisais partie d'une communauté. En fait, on est toute une communauté de créateurs d'origami internationale, mais donc, que je rencontre à des conventions, à des, ouais, des réunions d'origamistes en Espagne, en Italie, en France. Et il y a aussi, on avait fait un petit groupe où en fait on se faisait un peu des défis. On se donnait un thème et en fait on devait tous créer un origami sur ce thème. Et donc là, c'était aussi rigolo pour sortir de sa zone de confort, entre guillemets, et pour voir comment en fait sur un même thème on pouvait avoir différentes approches. Et donc c'était chouette de... C'est ça, de voir la diversité des créations à partir Ouais. d'un point de départ commun. Ça devait être... Et alors, est-ce que tu as l'impression que le rapport avec l'animal, pour toi, est différent quand tu le plies sans l'avoir observé dans la nature, que tu l'as vu seulement en vidéo, ou est-ce que finalement la reliance par le cœur est la même, même si c'est un animal que tu n'as pas approché physiquement, on va dire? J'ai l'impression, d'après mes souvenirs, parce que ça fait un bon moment que j'ai pas fait d'animaux que j'avais pas vus, mais j'ai l'impression d'avoir quand même ce lien très fort avec lui. Mais il y a quelque chose quand même que je pense un exemple, par exemple, c'est que récemment, j'ai fait un origami de gypaète barbu. Donc, c'est un très grand vautour, c'est le plus grand oiseau d'Europe, magnifique avec une petite barbe noire et il mange des os. C'est un vautour qui vient à la fin quand il n'y a plus rien à manger pour les autres et lui, il mange les os. Donc, c'est un oiseau complètement fabuleux. Quand on le rencontre, on ne peut plus l'oublier. Et donc, je l'ai rencontré ici en arrivant dans les Pyrénées plusieurs fois. J'ai eu des rencontres très fortes. J'ai vécu des choses incroyables avec lui. Et en fait, quand je l'ai plié en vol, euh, j'avais quasiment fini mon pliage. Et au dernier moment, j'ai rajouté quelque chose que je pense que je n'ai pu rajouter que parce que je l'avais vu en vrai, que je l'avais rencontré en vrai. C'est que quand il plane comme ça, il n'est pas symétrique. Il penche la tête comme ça pour te regarder d'en haut. Et en fait, ça, c'est vraiment un comportement où ça m'est venu juste au dernier moment. J'ai incliné la tête et ce petit truc-là, je me suis dit, ah, là, il est vraiment là. C'est pas juste j'ai fait sa forme. Quand je lui ai donné cette petite inclinaison toute petite, je me suis dit, il fallait vraiment l'avoir vécu, ce moment où il te regarde comme ça d'en haut et qu'il penche la tête pour... et donc là, c'est un des exemples qui me fait me dire que en fait, c'est vraiment la rencontre réelle qui fait que je peux toucher quelque chose qui, je pense, sinon m'échappe. Alors, quand je t'écoute parler des animaux que tu plies, les oiseaux en particulier, comment dire, je remarque que tu as aussi beaucoup de connaissances sur les oiseaux. Ce n'est pas seulement une approche artistique. On sent vraiment que tu en parles presque comme un biologiste, un zoologiste. Donc, toutes ces connaissances, est-ce que tu les as par des études? Est-ce que c'est parce que tu t'es documenté par toi-même sur les animaux? En fait, je ne sais pas ce que tu as comme parcours d'études et de formation et professionnelle. Comment est-ce que tu es arrivé en fait à conjuguer ton activité d'origami avec ce côté très scientifique? Alors, bah, en fait, moi, j'ai des études scientifiques derrière moi, mais en physique-chimie, pas en biologie. Donc, j'ai fait des études d'ingénieur, donc j'ai ce réflexe-là d'essayer de comprendre, c'est sûr, je pense. Et c'est pas que mes études, mais et donc c'est vrai que j'aime enquêter, comme je disais tout à l'heure, j'aime essayer de comprendre les comportements. Et dès que j'ai commencé à observer le gypaète, c'est ça, c'est le livre que je prenais là. J'ai tout de suite acheté le guide sur le gypaète, où du coup, en fait, j'ai pu ben justement euh, comment dire, avoir un écho à mes observations avec les observations d'autres observateurs et du coup me dire, ok, ben tiens, si je l'ai observé à tel moment, qu'est-ce qu'il est en train de vivre en ce moment dans sa vie? Est-ce qu'il a un petit dans son nid? Est-ce qu'il va voyager? Donc en fait, le gypaète, lui, il est pas migrateur. Donc le percnoptère dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui va partir en migration, c'est le seul vautour qui migre en Afrique. Donc c'est intéressant, moi j'adore pouvoir savoir qu'est-ce que c'est leur vie, quoi.
pas seulement les observer et les voir sur un moment T. J'ai envie de savoir qu'est-ce qu'ils vivent, quel est leur quotidien et quel est leur… Ouais, ça me passionne. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tu as vraiment une approche très complète, comme si tu l'étudiais à la fois d'une manière très scientifique, très cerveau gauche, on dirait, et puis une approche beaucoup plus à travers le ressenti, l'intuition, ce qu'on appellerait le cerveau droit, et que ça te permettait en fait d'avoir une sorte de globalité dans ton approche de l'animal. Est-ce que tu as l'impression que si tu l'étudiais seulement d'une des deux façons, seulement avec les livres et les observations en nature, ou seulement avec l'origami, il y aurait quelque chose qui manquerait? Est-ce que ça crée un équilibre pour toi d'avoir ce double point de convergence? Ben, alors déjà, je me rends compte que si je l'étudiais que par l'origami, ça me manquerait, j'aurais envie d'être dehors, donc ça, c'est pas possible. Et si j'étais que dehors, c'est vrai que je pense que ça me manquerait de pas transformer ce que j'ai vécu, de pas le digérer, parce que c'est aussi ça l'origami, c'est que en fait, c'est au bout d'un long moment où je me dis: «Tiens, j'ai envie de lui rendre hommage aussi». C'est aussi, mes origamis, je le ressens vraiment comme ça. C'est aussi les faire naître à nouveau et les montrer au monde pour, montrer qu'ils existent, qu'ils sont là et en parler et les faire exister d'une autre façon que juste, dans les manuels ou dans les livres. Parce que des gypaètes, tout le monde ne va pas en voir et du coup, le plier et pouvoir en parler comme le vautour percnoptère, je suis certain que parmi toutes les personnes qui suivent mes origamis, il n'y en a pas 2 qui l'ont vu, quoi. C'est un oiseau qui, je sais pas, il y a 50 couples, ou 60 en France. Donc c'est, très, très peu d'individus et donc en fait, ça me rend très joyeux de me dire: «En fait, par un pliage, je vais pouvoir parler de cet oiseau que, qui qui passe incognito, quoi». Comme si tu le mettais Bon, en lumière, tu veux dire? voilà, En je le fait, mets tu en fais le même lumière, travail que moi, mais avec des oiseaux. Moi, je mets voilà. les gens en lumière et toi, tu mets les animaux en lumière. D'ailleurs, ça me ramène à ma question d'avant. Pourquoi essentiellement des animaux? Parce que finalement, dans la nature, tu pourrais choisir de faire des pliages, je ne sais pas, de branches, d'arbres, de Mmh. feuilles. Et toi, ta thématique, c'est quand même essentiellement les animaux. Pourquoi? Heu, parce Est-ce que que c'est c'est une raison technique? Est-ce que c'est une raison affective, d'affinité? bah, j'ai l'impression que c'est ce qui me touche aujourd'hui. Après ça se trouve, ça va changer. Mais il y a des pour faire j'ai l'impression que pour faire d'autres pliages, des pliages plus organiques de mousse, d'arbres ou des choses comme ça, il y a d'autres techniques qui sont beaucoup plus adaptées que le pliage que j'utilise avec le papier d'aquarelle et notamment la technique du froissage qui utilise un papier craft très, très fin et qu'on froisse sans vraiment du coup, sans diriger chacun des plis et ça permet de faire des mousses, des coraux, des choses, donc en fait, ça, c'est une technique que moi, je ne maîtrise pas, mais j'ai rencontré des gens qui le font et ils le font très bien. Ils font des champignons, ils font plein de choses incroyables de la nature et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils vont jusqu'à un tel point qu'on se rend compte que ça peut même nous aider à essayer de comprendre, ben, la biologie des champignons. Parce qu'en fait, finalement, le froissage, il est présent dans la vie aussi et une feuille qui va sortir du bourgeon, enfin qui va éclore, elle est aussi pliée à l'intérieur de son bourgeon et donc en fait, le pliage, il est intrinsèque dans la vie, il est là partout, quoi. D'ailleurs, en t'écoutant, je me demande, alors là, c'est une question purement technique, est-ce que tu as déjà essayé de faire des pliages avec du papier de soie? Parce que c'est un papier qui est très translucide, très fin, et je trouve qu'il évoque bien ce côté à la fois diaphane et fragile de certaines choses qu'on trouve dans la nature. Ce côté, ça, un peu comme, tu vois, comment sont les coquelicots quand ils sortent de Mmh. leur petit truc vert, là, au moment où ils éclosent. Ce côté très, tu as l'impression que ça pourrait se déchirer. Et le papier de soie, il a cette fragilité-là, il peut donner ce côté froissé. Tu peux aussi, comment dire, en superposant des couches, créer des effets de transparence plus ou moins opaques. Donc, il y a plein de choses à faire dans ce domaine-là. Est-ce que tu as déjà essayé de faire un pliage au Alors papier de juste soie? avec du papier de soie, non. Avec du papier quand même très fragile, oui, mais c'était pas du papier de soie. Pour faire notamment des tessellations, c'est, des pliages très géométriques. Je peux vous en montrer.
Bon, par exemple, ça, c'est un papier qui est très fin. On ne le voit pas très bien, mais en fait, il nous donne l'illusion que c'est du tissage. Mais en fait, ce n'est qu'un seul papier qui a été plié uniquement. Et donc ça, c'est une des choses qui est effectivement, quand on superpose les couches, du coup, on peut voir des, des motifs. Regardez, peut-être par transparence, ce que ça donne. Ça Oui, oui. fait... Alors, par contre, le papier de soie, je l'ai déjà utilisé dans un pliage, mais alors, c'était pour faire ça, une menthe religieuse très, très, très complexe. Et là, c'était l'objectif d'utilisation de ce papier de soie, c'était pour avoir quelque chose de très fin. Mais vu que je voulais quelque chose qui garde les plis, qui soit assez solide, en fait, j'ai utilisé 2 papiers de soie et au milieu, j'ai collé une feuille de papier d'aluminium. Donc, en fait, on appelle ça un papier sandwich dans le monde de l'origami. Et donc, ça permet d'avoir un papier très fin et en même temps qui garde les plis, qui est solide, qui a une rigidité. Et donc, de faire des pliages justement très complexes, très, très longs. Et donc, bon, ça ne m'intéresse plus du tout maintenant de faire ça, mais c'est intéressant. C'est une technique parmi tant d'autres. Mais puisque tu parles de l'importance du papier dans l'origami, est-ce que tu n'as jamais pensé pousser ta démarche encore plus loin et créer ton propre papier? Je me souviens d'un reportage sur Pajus, justement, d'une dame qui créait du papier avec des herbes qu'elle ramassait, qu'elle choisissait dans la nature, Ouais. qu'elle faisait sécher. C'était magnifique. Et finalement, tu pourrais très bien… Alors après, quand on crée soi-même le papier, je ne sais pas si on peut bien le plier. Peut-être qu'il est trop fragile. Tu n'as jamais pensé, en fait, à faire ton propre papier? Si, c'est une idée, évidemment, hein. C'est quelque chose qui, peut-être ça arrivera un jour. C'est vrai que pour l'instant, vu que j'ai trouvé un papier qui me rend vraiment heureux, et qui correspond complètement à ce que j'ai envie de faire et qui est fait de manière traditionnelle depuis 500 ans maintenant, du coup, des papiers Arches. Donc en fait, c'est un papier ouais, j'arrive à mettre toutes les couleurs que je veux dessus. Enfin, du coup, c'est vrai que vu que j'ai trouvé un papier qui me va bien, et on est une dizaine de créateurs à utiliser cette technique de papier humide dans le monde, et on utilise tous ce papier-là. Donc, c'est peut-être pas pour rien. C'est qu'en fait, quand on le mouille, il ne peluche pas, il ne reste pas dans nos doigts, tout est flexible, tout est suave, il accepte nos erreurs, on peut se tromper, il ne va pas garder les plis, il est assez magique. Et pour finir avec l'origami, parce qu'après on va parler d'autre chose, comment justement est-ce que l'origami est entré dans ta vie? Donc la nature, tu nous l'as dit, tu avais fait des études déjà scientifiques, enfin pas dans ce domaine-là, mais la chimie c'est quand même en partie l'étude des processus qu'il y a dans la nature. L'origami, il est arrivé comment? Est-ce que c'est une passion ancienne? Est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est lié à ton choix de vie, puisque tu vis avec beaucoup de simplicité et que tu ne voulais pas t'encombrer de tout un tas de matériel. Je ne sais pas si tu étais peintre, par exemple, il te faudrait des toiles, il te faudrait des pinceaux, des hangars pour stocker tes toiles. Donc, pourquoi l'origami? Alors, je l'ai rencontré en allant rencontrer la nature, parce que je suis parti en voyage pour aller vivre en Amazonie. Et j'avais décidé d'y aller en voilier, sans pétrole, donc voilier vélo. Et quand je suis arrivé en Martinique, j'ai rencontré une dame qui m'a fait un origami. Et cet origami, je l'ai là. Et en fait, cet origami, il m'a complètement Ah, je sais, c'est la chamboulé. bouche qui fait des bisous. Tu en parles, je crois, dans Pajus, Exactement. c'est ça? Vas-y, il faut que tu parles en même temps, sinon c'est moi qu'on voit en caméra. Ah oui, voilà. Vas-y, fais-nous le bruit Alors, du bisou. voilà, donc ça, c'est l'origami qui m'a rendu complètement amoureux de l'origami. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose de magique. Et donc, à partir de ce moment-là, je suis allé habiter chez cette dame et son mari pendant une semaine. J'ai dévoré tout son livre d'origami, j'ai tout plié. Je lui ai tout laissé parce que j'étais en voyage et donc j'avais pas la place d'emmener plein de pliages, mais j'ai photographié son livre pour avoir des traces et pouvoir en refaire de temps en temps. Et après, c'était parti. J'ai continué, j'ai mon voyage en pliant. Et quand je suis arrivé dans la forêt, je continuais de plier. Et puis après, j'ai décidé de rentrer en France. Et là, je suis allé assister à ma première convention d'origami. J'ai rencontré des créateurs. Et c'est ensuite que je me suis dit, tiens, mais en fait, moi aussi, j'ai envie de pouvoir créer des nouvelles choses. Et donc, je me suis lancé dans cette aventure. Alors ça, c'était il y a combien de temps? Ça fait combien de temps que tu plies maintenant, si je reprends Ça ton fait verbe? 7 ans. 7 ans. Ouais.
Oui, et donc quand on t'écoute, on entend qu'il y a vraiment eu une évolution, hein, puisque tu nous parles de la façon dont tu travaillais au début, la façon dont tu travailles maintenant. Et pour revenir alors au thème de notre sujet, qui était accorder sa vie et ses envies, j'imagine que pour faire cette activité-là, bah, tu as dû faire des choix de vie qui s'accordaient avec ça. Étudier les animaux dans la nature, ça demande beaucoup de disponibilité. Il faut pouvoir sortir au moment où eux sont présents. Donc j'imagine souvent tôt le matin ou tard le soir. Je sais que tu fais aussi des photos et des vidéos des animaux, donc il faut la bonne lumière pour ça. Alors, comment est-ce que tu as réussi, justement, alors là, vraiment dans ton quotidien concret, à concilier non seulement ta passion pour la nature, ta passion scientifique et le côté artistique de l'origami, mais des choix de vie qui te permettent de faire ça et de plus en plus de vivre de ça. Hmm. Alors, bon, au début, en fait, quand j'ai fini mes études, donc j'avais 23 ans, j'ai pas du tout voulu travailler en tant qu'ingénieur, donc j'ai pris un vélo et je suis parti en voyage à vélo en France, en Espagne, pour découvrir des éco-villages, des écolieux, des gens qui essaient de vivre autrement, avec ben, oui, une démarche d'autonomie, d'autosuffisance, et puis d'écologie, oui, de comprendre d'où viennent les choses qu'on utilise, dont on a besoin. Et ça a été très formateur, je pense, pour moi de voir ça, de rencontrer des gens comme ça. Et quand j'avais besoin d'un peu d'argent pour continuer de voyager, je rentrais à Montpellier, je donnais des cours parce que du coup, j'adorais enseigner en fait. J'adore enseigner. Je suis prof de maths et de sciences aussi. Et, et en fait, je trouvais mon équilibre comme ça en limitant mes besoins. Ça veut dire que j'étais qu'à vélo, j'ai pas passé mon permis, j'ai pas de voiture, j'ai pas. Et en fait, en limitant mes besoins, en essayant d'avoir ouais, des plaisirs qui soient accessibles aussi. Et en fait, ben, aujourd'hui, c'est un petit peu ce que je continue à faire avec une femme et bientôt 2 enfants. On a une petite fille qui va bientôt arriver, une deuxième. Et bah, je continue en fait à essayer d'avoir besoin de peu de choses. Mais je pense une des choses principales, c'est quand même le fait de me passer de voiture parce que j'ai fait un petit calcul, mais une voiture, ça coûte à peu près, je sais plus, 4 000 ou 5 000 € par an, à peu près en moyenne. Et donc, si j'ai 33 ans, donc si j'avais eu depuis 18 ans, ça fait 15 ans. 15 fois 4, ça fait 60 000 €. Donc voilà, je les ai pas. Donc si j'avais voulu avoir une voiture, il aurait fallu que, là, je serais peut-être pas là devant vous. Donc en fait, c'est un choix de vie qui est évidemment pas du tout motivé par l'argent à la base. C'est vraiment motivé par une démarche écologique, de me déplacer à vélo. Mais en même temps, je me rends compte avec le recul que ben, en fait, ça m'offre du temps d'avoir peu de besoins financiers aussi. Alors, l'origami, au début, c'était pas du tout une activité que j'imaginais rémunératrice. Il y a très peu d'artistes origamistes qui en vivent. Certains font des livres, certains font des expositions, soit, mais en fait, moi, j'étais passionné par la création et heu, j'ai le projet de faire un livre évidemment, mais c'est pas quelque chose qui permet d'en vivre, de faire un livre. C'est les gens en fait qui m'ont demandé, est-ce que j'en vendais des origamis, et donc c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit: «Ah bah tiens, s'il y a des gens, je peux en faire un, hein, 2», et puis en fait, à bout d'un moment, bah, les gens continuaient d'en demander. Alors je me suis dit: «Bon ben, pourquoi pas essayer de fixer ça, sur un site internet, montrer qu'en fait c'est possible d'en acheter». Alors aujourd'hui, c'est ça, j'ai des commandes et ça me fait plaisir. Après, j'ai pas du tout envie de passer à un mode de vie où je ne fais que ça. Donc j'aime vraiment prendre le soin de chaque commande et de faire ça, avec du temps, avec du calme, et pas être, à la chaîne. De toute façon, je n'y arrive pas. Souvent pour un modèle, il me faut des semaines, de réflexion, de me dire: «OK, est-ce que là je me lance? Est-ce que je le ressens?» Parce qu'en fait, chaque chacun des modèles est tellement né dans un moment particulier d'émotion qu'en fait, c'est difficile de le recréer ce moment. Donc en fait, des fois, j'ai des commandes que je laisse un petit peu de côté pendant longtemps. J'attends le bon moment.
Et notamment, j'ai une sage-femme qui m'a commandé la femme enceinte dont tu parlais tout à l'heure en origami pour son cabinet. Et moi, je l'avais tellement fait dans un moment qui était particulier dans ma vie que j'ai dû lui dire, en fait, ça sera dans quelques mois. Je sens que là, pour l'instant, c'est pas le moment. Et donc, il y a un moment où je l'ai senti et après quelques essais, j'étais content et j'ai pu lui envoyer. Mais c'est un peu ça aussi. Je suis heureux que ça puisse être un moyen de gagner un petit peu d'argent et en même temps, j'ai envie que ça reste une activité qui soit vraiment, comment dire, qui soit pas Mais qui ni soit stressante. vivante, que ça ne devienne pas une industrie, en fait. Oui, ah bah, ça ne deviendra pas, mais oui, oui, voilà, une activité qui soit apaisante et aussi où je prends le soin de plier pour chaque personne qui me fait une demande. Et donc, c'est aussi ça. Alors, ce que je trouve intéressant dans ton témoignage, puisque tu en parles, c'est que donc, tu vas maintenant être papa pour la deuxième fois, et pour autant, tu ne remets pas du tout en question tes choix de vie et justement ces choix que tu as faits sur le plan matériel. Comme je te le disais en off, avant qu'on commence la vidéo, il y a des personnes qui pourraient se dire, ah, maintenant que je suis père de famille, je suis responsable, il faut que j'assure une sécurité matérielle à mes enfants, je ne peux pas continuer à passer la moitié de mes journées dans la nature, il faut que je me trouve un travail digne de ce nom. Et c'est pour ça aussi que je voulais t'inviter sur ma chaîne parce que, comme je te le disais, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui aspirent à autre chose, que ce Mm. modèle-là, qui n'osent pas, alors soit parce qu'ils ne savent pas par où commencer, soit parce qu'ils ont peur, soit parce qu'ils se disent que ça n'est pas possible. Et je trouve que ton témoignage à toi montre que c'est possible. C'est possible d'avoir un équilibre, c'est possible de vivre comme ça en faisant certes des choix, mais sans avoir non plus une vie complètement lunaire où on vit coupé de tout, avec des, comme je te disais, un peu caricaturant, avec des gilets en laine recyclée, avec zéro courant. On voit bien dans le reportage de Paju, chez toi, il y a Internet, tu as un piano. Donc, tu ne vis pas non plus dans une sorte de cabane de Robinson. Tu as quand même un certain confort matériel. Et pour autant, tu n'as pas sacrifié ta liberté pour ça, tu as simplement posé des choix. Est-ce que c'est juste ce que j'ai dit? Oui, c'est juste. Et, mais je pense en fait que d'avoir des enfants, quand même, il y a quand même, je pense, et c'est naturel d'avoir cet élan de se dire, évidemment, il faut qu'il manque de rien, faut pas que ce soit compliqué la vie, puis j'ai une compagne qui est, voilà, j'ai quand même ça à l'esprit de me dire en fait, là, je fais ça parce que c'est ce que je ressens profondément, mon élan dans ma vie de faire ça et je sens que c'est juste et j'ai envie que ça marche, donc je fais tout pour que ça marche. Mais j'ai toujours ce truc-là, et cette sécurité-là de me dire, en fait, si jamais il y a besoin, je peux toujours faire autre chose. Je peux toujours redevenir prof parce que là, je donne plus de cours, du coup, je fais que de l'origami et de l'observation dans la nature. Et donc, je fais à des festivals nature, etc., pour faire des ateliers, des choses comme ça. Mais il y a toujours ce garde-fou, entre guillemets, où je me dis, en fait, s'il y a un moment où il y aura besoin, ou s'il n'y a plus de rentrée d'argent du tout, et ben en fait, j'ai une issue de secours et l'issue de secours, en fait, c'est aussi ça que je me dis, c'est d'avoir moins de besoins. Ça veut dire que quand on se fixe une vie avec beaucoup de besoins, ben en fait, la moindre perturbation est dramatique. Alors que je pense qu'en visant des choses essentielles et puis aussi on a le souhait d'avoir, ben, un potager qui puisse aussi nous nourrir au maximum, on vient d'arriver dans la région, donc c'est pas encore le cas et puis on a un petit bébé qui arrive, donc on n'a pas mis toute notre énergie là-dessus, mais on a ce souhait profond de pouvoir, oui, vivre aussi de notre potager, d'avoir moins de besoins extérieurs. En fait, on devient plus résilient quand on a moins de besoins. On a donc mais ça, j'ai l'impression que c'est un mouvement c'est une dynamique qui est globale, j'ai l'impression, dans tous les milieux qui nous entourent, dans tous les gens qu'on rencontre aussi et qui sont dans la même, dynamique que nous. On sent bien que face à un monde toujours plus mondialisé et toujours plus interdépendant et tellement fragile du coup, la seule issue, c'est de relocaliser, d'être solidaire, de partager les savoirs,
les choses qu'on produit. Donc en fait, on va forcément aller vers ces choses-là et autant y aller gaiement, quoi. Autant y le faire. Ouais. Et ce que je trouve apaisant et rassurant aussi dans ton témoignage, c'est que, comment dire, tu n'es pas dans un schéma de rupture, tu vois, tu dis pas ce monde moderne, je n'en veux pas, il est pourri. Comme tu dis, tu as vraiment posé des choix, tu as dit, voilà, ça j'en ai besoin, ça je peux m'en passer. Et je trouve que c'est important aussi de dire aux gens justement qui aspirent à changer de vie qu'on n'est pas obligé de faire du passé table rase. On peut choisir de garder certaines choses, de garder un minimum de confort. Et on peut choisir aussi de se passer d'autres choses, un peu faire le tri dans ce qui peut être superflu. Alors le superflu, il va être à des niveaux différents pour chacun. Il y a des gens qui ne vont pas pouvoir se passer de l'Internet, il y a des gens qui ne vont pas pouvoir se passer d'espace ou de voiture. Voilà, toi, ton choix, c'était de te passer de voiture. Pour quelqu'un d'autre, ça sera peut-être autre chose. Mais je trouve que c'est important de dire qu'on n'est pas obligé comment on dit, de jeter le bébé avec l'eau du bain. On peut choisir de garder une partie de ça en essayant simplement de ne pas en être esclave, voilà, de ne pas être dans cette Mmh. spirale de la consommation, de se persuader qu'on a besoin de toujours plus performant, toujours plus neuf, toujours plus à la mode. Donc, se garder un minimum de confort ou de sécurité matérielle, mais en faisant des choix conscients et en se disant, bon, ben voilà, dans ce que j'ai, sur quoi je suis prêt à faire l'impasse ou à quoi je suis prêt à renoncer aujourd'hui pour m'ouvrir d'autres portes et puis, comme tu le disais aussi, pour faire du bien à la planète. Oui, alors après, c'est vrai que dans mon histoire, j'ai ce que tu dis là de faire table rase du passé, en fait, je suis passé par là. J'ai rencontré l'Amazonie quand j'avais 20 ans et donc, comme je te disais tout à l'heure, à 25 ans, oui, c'est ça, ou 24, j'ai décidé de partir y vivre et de me dire, en fait, je me disais, c'est les peuples qui vivent dans la forêt qui savent encore comment on peut vivre en harmonie avec cette nature. Nous, on a trop perdu, je me sentais pas à ma place ici. Donc, j'ai fait ce choix de un jour dire au revoir sur le quai du port de Toulon à ma famille. Et je partis sur un voilier en disant, je reviendrai pas en fait, je pars. Je vais vivre dans la forêt. Bon, je reviendrai peut-être vous voir, mais en tout cas, ma vie, je sens qu'elle est là-bas, dans la forêt. Et donc, j'ai décidé d'aller vivre avec eux et ça a été une expérience incroyable. Donc, j'ai mis 6 mois pour arriver en Équateur et parce que j'ai pris mon temps. Et, et parce qu'en fait, et en arrivant dans la forêt, je me suis immergé dans leur mode de vie. J'étais dans une tribu Quechua que j'avais déjà rencontré auparavant, donc ils me connaissaient, ils, ça- ils- ils connaissaient aussi la civilisation. C'est des gens qui sont déjà allés à la ville, donc c'est pas, je ne rentrais pas en territoire, comment dire, intouché. Euh, et en fait, ça a été magique en fait de rencontrer cette vie-là, d'en voir toutes les beautés, d'en voir les limites pour moi, parce qu'en fait, je me suis rendu compte de plein de choses, que en fait, ben, déjà le climat, c'était pas facile pour moi d'avoir toujours la même saison, de ne pas avoir de moments où j'ai froid, de moments où j'ai chaud, de moments où il y a les fleurs qui apparaissent, les feuilles qui tombent. Tout est tellement mélangé dans la forêt dans la forêt amazonienne, tout est tellement vivant qu'en fait, il n'y a pas de répit, quoi, d'une certaine façon. Et puis aussi, c'est une autre façon de vivre. Chaque jour là-bas, il faut trouver à manger. On ne peut pas s'arrêter un jour et se dire, OK, je peux vivre sur ce que j'ai gagné hier. Non, là-bas, tous les jours, il faut trouver à manger pour pouvoir voir demain. Et donc, ça, c'est quelque chose auquel j'étais très heureux de me confronter. Et en même temps, je ne me voyais pas au long terme ne pas pouvoir avoir une activité artistique, par exemple. Parce que ça demande clairement d'avoir du temps et d'avoir une journée où, en fait, là, je ne m'occupe pas d'aller chercher du manioc dans le champ, quoi. Donc, c'est vrai que j'ai dû passer par cette étape-là de tout quitter, d'aller vivre avec des gens qui savent vivre autrement. Et du coup, le retour, vu qu'il a été choisi, parce qu'au début, j'étais parti sans retour, vu que le retour a été choisi, il est arrivé au moment où pour moi, c'était juste et où je savais ce que j'allais retrouver aussi. Et je savais que ma place
elle serait forcément maintenant un peu entre les deux. La preuve, c'est que je parle en espagnol à ma fille. Du coup, j'ai toujours ce truc-là au fond de moi qui est présent. J'ai toujours un petit pied dans l'Amazonie, même si eux, ils parlent quichua, mais avec eux, je parlais en espagnol quand même. Et, euh, et en fait, voilà, donc je trouve maintenant mon équilibre en sachant qu'il y a une part de moi qui, et je pense que c'est une force maintenant, qui a vécu cette vie complètement sauvage, enfin complètement, non, mais dans un environnement vraiment sauvage où il n'y a pas Internet, où il n'y a pas de technologie, où il y a juste le chant des oiseaux et le fleuve qui, tous les jours, change de forme. Dès qu'il y a une crue, il prend un autre. Enfin, la nature est indomptée, on se sent complètement petit, tout petit face à elle. Et ça fait du bien de se sentir petit et humble. Et en fait, j'ai l'impression que c'est une force maintenant, aujourd'hui, quand je vois, moi, la nature là où je suis, de me dire, en fait, il y a tout ça en elle et il faut juste laisser s'exprimer. C'est aussi pour ça que j'adore passer du temps dans la forêt, la nuit aussi, et puis observer les animaux pendant des heures, parce qu'en fait, ben, j'aime m'immerger dans cette nature et du coup, me sentir tout petit. C'est beau de se sentir ouais, pas le plus fort, quoi. En t'écoutant, alors je suis à nouveau frappée par cette cohérence. Hein, je t'en avais parlé quand je t'ai contacté pour faire la vidéo. En fait, tu as toujours été cohérent dans tes choix de vie. Quand tu as voulu quitter la civilisation, tu l'as quitté. Quand tu as senti qu'il était temps de revenir, tu es revenu. Et je trouve que tu es vraiment un homme de synthèse, en fait. Quelqu'un qui prend des pôles et qui réussit à mettre ensemble des choses qu'on ne penserait pas forcément facile à accorder. Tu vois, ton côté scientifique et ton côté artistique, ton attrait pour l'Amazonie et ton envie de revenir dans le monde occidental sans oublier les leçons de l'Amazonie. C'est comme si tu créais des passerelles, en fait, entre des mondes qui sont un peu séparés au départ et que toi, tu es le trait d'union entre ces mondes-là. C'est ce qui me vient en t'écoutant. Tu es un trait d'union. Peut-être. Eh bien, écoute, en tout cas, je te remercie d'avoir partagé tout ça avec nous. On voulait faire une vidéo courte. Finalement, je crois qu'on a eu plein de choses intéressantes à dire qu'on n'avait pas pensé à aborder. Pour finir, est-ce que tu veux parler un petit peu de ton actualité? Je crois que tu as des expositions qui sont prévues à l'automne. Si les gens veulent justement venir découvrir ton travail en 3D, ils peuvent le faire déjà via ton site où il y a beaucoup de photos et sur lesquelles ils peuvent, comme tu l'as dit, commander des œuvres. Mais s'il y a des gens qui veulent échanger avec toi, qui veulent voir tes œuvres physiquement, où est-ce qu'ils peuvent le faire? Alors, je serai du 23 au 25 septembre à Cauterets, donc ça c'est dans les Pyrénées, c'est pas très loin de chez moi. Et ensuite, un festival plus connu des gens, des amoureux de nature, qui s'appelle Ménigout, c'est vers La Rochelle. Et ça, ce sera du 27 octobre au 1er novembre. Et plus tard, s'il y a des gens qui habitent vers la Suisse, j'ai un projet avec le Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel pour avril-mai 2023. Et notamment, je vais fabriquer un gypaète barbu en grand de 1,50 m d'envergure en origami pour eux. Et donc, ça sera sur plusieurs jours là-bas. Je vais être en résidence au musée. Donc, ça sera en avril-mai. Je mettrai des informations de toute façon sur mon site et sur mes réseaux pour tenir les gens au courant. Voilà, donc moi comme d'habitude, je vous mets sous la vidéo le lien vers le site de Jonathan, sa page Facebook, tout ce qu'il faut. Si vous voulez le contacter aussi, si vous avez des questions, si vous avez envie qu'on vous reparle d'autres choses en lien avec son travail de naturaliste ou d'origamiste, il y a peut-être des questions que moi je n'ai pas pensé à poser parce que je ne suis pas origamiste. Donc n'hésitez pas à nous mettre toutes vos questions et vos commentaires sous la vidéo. On a de toute façon prévu de vous en faire une deuxième cette fois plus concrète, où Jonathan va nous montrer des exemples de pliage en lien avec l'apprentissage des mathématiques. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont fâchés avec les mathématiques, peut-être que l'origami vous réconciliera avec eux d'une manière atypique. Et puis, il ne me reste qu'à te dire merci de m'avoir consacré tout ce temps. Merci à toi.
et surtout à bientôt parce que j'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire d'autres. À bientôt, salut!